Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter les Tribunes du Sport, le tout nouveau podcast de la FFEPGV, la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire, les Tribunes du Sport. C'est un espace de réflexion et d'échange autour du sport santé. À chaque épisode, nous invitons un expert à débattre des enjeux du sport santé, des pratiques innovantes et des bénéfices du sport pour le bien-être et la société. Notre invité aujourd'hui a été double championne d'Europe de patinage artistique en danse sur glace. Nathalie, avec vous, on va revenir sur l'aventure du Club France 2024, l'enthousiasme qui a régné dans cette halle de la Villette, les vocations sportives que cela a pu susciter. Mais d'abord, c'est la première question dans les tribunes du sport. Est-ce que vous faites du sport ? Alors, pas suffisamment. C'est vraiment ma variable d'ajustement, c'est-à-dire que même quand j'ai l'idée de faire quelque chose, si j'ai un peu plus de boulot, si je dois m'occuper de mes enfants, c'est forcément le sport qui passe à la trappe. Et puis, pour être complètement honnête, j'en ai tellement fait pour aller chercher la performance que j'ai du mal à m'y mettre de manière régulière, sans objectif précis. Donc en fait, je le fais vraiment quand c'est ludique, quand c'est un moment de partage avec les copains. Quel bénéfice ça vous apporte quand vous avez le temps d'en faire ? Ça me vide la tête, ça me fait du bien, je sens mon corps vivant, j'en suis là en fait, je sens que je suis mobile et qu'on a un outil formidable pour s'amuser. Bon, on est quelques mois après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Est-ce que vous êtes remise de vos émotions, Nathalie ? Oui, quand même, mais c'est vrai que ça a été une telle respiration dans l'été, ça a été un tel moment, suspendu où on regardait tous dans la même direction, on était tous tellement fiers de notre pays, de nos champions, de ce qu'on est capable de réaliser. Ça a été, on n'a pas ça dans la vie normale, ça a été 15 jours extraordinaires. Ce sentiment-là, cette espèce de, peut-être qu'on peut parler de plénitude même, ça vous accompagne encore dans votre quotidien ? Franchement, c'est un petit peu comme de la sophro, c'est-à-dire de me replonger au moment du Club France et de voir tous ces gens, cette ferveur, ce bon esprit, cette bonne ambiance. Franchement, ça me réchauffe le cœur. Je me dis, c'est possible en fait, il n'y a pas que des trucs moches tout le temps. 15 jours, c'est long pour les Jeux Olympiques, rebelote avec les Jeux Paralympiques. Est-ce qu'il y a un souvenir comme ça, un souvenir qui vous reste, qui vous a particulièrement marqué de ce Club France 2024 ? Forcément l'équipe de France de rugby à 7, qui ont vraiment été le détonateur du début de ce Club France, en fait, de cette ambiance, de cette envie de les célébrer, de cette joie de vivre, de cette joie de gagner, de la joie de briller, d'être fier de son pays. C'est vraiment eux. Et il y a une deuxième image qui me vient sur le plan sportif que j'ai adoré, c'est les 3 gars du BMX. Ah ouais. Ah ouais. Et qui se regardent pour savoir qui a réussi à passer la ligne et ils se rendent compte que tous les 3 ont gagné une médaille. Ça, c'est pareil, c'est la gagne, mais c'est aussi la cohésion d'équipe et c'est le vivre ensemble. La bande à Antoine Dupont, on peut dire qu'elle a lancé également l'expérience Club France 2024 ? Ouais, on peut dire ça comme ça ? Complètement. Ils y sont pour beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là quand ils sont arrivés, ce premier samedi de la compétition ? Ils étaient heureux. Il y a eu un échange de reconnaissance et d'amour avec le public. Je pense que ça a enflammé le Club France et ils ont envie vraiment d'avoir ce moment de communion. Ils sautaient dans la foule, ils dansaient, ils slamaient, ils chantaient. Et ce qui s'est passé, c'est que les médias ont évidemment montré toutes ces images, ça a vraiment déferlé. Et les athlètes français, ensuite, quand ils venaient au Club France, ils disaient « nous, on veut faire comme les rugbyman ». Et il y a eu cette espèce d'effet boule de neige qui était incroyable. Est-ce que le succès du Club France 2024, ça a dépassé vos attentes ? À quoi vous vous attendiez ? Est-ce que c'est allé au-delà ? Alors, déjà, il n'y a jamais eu de Club France avec cette ampleur, avec ce concept et cette volonté, non seulement de célébrer nos athlètes, mais aussi de promouvoir le sport. L'idée, c'était vraiment, dans l'optique de cet héritage Paris 2024, de mettre la France au sport et donc de leur donner l'opportunité de s'essayer à plein de disciplines sportives. Et il y a eu 90 fédérations françaises qui ont été présentes sur le Club France. Dont la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Bien sûr, puisque l'idée c'était de mettre un coup de projecteur, non pas simplement sur les fédérations olympiques, mais aussi sur tout le mouvement sportif non olympique évidemment. Est-ce que ça a suscité des vocations, selon vous, ce Club France 2024 et toutes ces disciplines que vous avez permis de faire découvrir, que ce soit les champions des Jeux, mais également ces sports qui étaient présents ? Oui, c'est une évidence. On l'a vu d'ailleurs sur les études d'impact qui ont eu lieu quelques mois après les JO et JP. On était déjà à plus d'un demi-million de licenciés supplémentaires. Donc évidemment, ça a un impact. Et au-delà de ça,
même sur l'envie de se donner à fond pour atteindre la haute performance ou la prise de conscience de faire du sport et donc de le faire de manière libre. Oui, c'est une évidence. Comment une ancienne championne de sport d'hiver se met au sport d'été, aux Jeux Olympiques d'été? Ça se passe bien? Alors ça se passe très naturellement puisque j'étais au Comité national olympique et j'étais la seule autour de la table au conseil d'administration à ne plus avoir en charge une fédération parce que nous on n'est pas sur les mêmes timings avec les sports d'hiver. Et donc l'ancienne présidente Brigitte Henriques m'a proposé de prendre cette mission et ça m'a paru tout de suite très intéressant puisque ça mêlait des parties prenantes avec lesquelles je travaillais. Les athlètes, les médias, les partenaires institutionnels, les partenaires privés, le grand public. Donc pour moi, c'est vraiment c'était l'épicentre en fait du monde sportif français pendant ces Jeux. Nathalie Péchala, quelle était votre plus grande fierté durant ces Jeux Olympiques et Paralympiques? Moi? À vous? euh, Peut-être en lien avec le Club France? Oui, bien sûr. Je suis en train de réfléchir. Ma plus grande fierté, finalement, c'est que toutes les parties prenantes aient pu être présentes au Club France. Sans ça, en fait, ça n'aurait pas du tout été un succès. Et ça a été compliqué. Ça a été 2 ans de négociation, d'expliquer aux uns et aux autres pourquoi leur place, c'est à la Villette, au Club France, alors que tout le monde avait des bureaux dans tout Paris. Pourquoi ça allait faciliter le parcours des athlètes et donc qu'il y aurait beaucoup plus d'échanges et que ça serait intéressant pour tout le monde. Ça a été un travail de longue haleine. Voilà, convaincre tout le monde pour que le jour J, à chaque fois que je croise quelqu'un, quelle que soit la casquette, ils me disent « c'est fantastique ». Oui, on avait bien ramé avant, mais effectivement, la quinzaine dont je m'occupais, donc les Jeux Olympiques, parce que le comité paralympique s'occupait de la partie paralympique, ça a été extraordinaire. Ces parties prenantes, c'était qui exactement? Les athlètes, le mouvement sportif avec tous les présidents de fédération, les médias, les partenaires institutionnels, la DIJOP, la préfecture de police, le parc de la Villette, les partenaires privés, dont ceux qui avaient déjà conventionné avec le COJOP, donc les partenaires P 2024, plus tous les autres qu'on est allés chercher et toutes les collectivités également qui ont pu être présentes, toutes les têtes de réseau finalement du monde du sport. Le Club France a été un incroyable succès, les Jeux Olympiques aussi. Est-ce que l'héritage des Jeux Olympiques sera, selon vous, à la hauteur ou est-ce qu'il y a des petites déceptions déjà qui naissent par rapport notamment au budget qui est consacré au ministère des Sports? Le budget, évidemment, c'est une déception pour l'ensemble du monde sportif parce qu'on a cru qu'enfin, la population et les instances dirigeantes avaient compris à quel point le sport était important pour l'évolution de notre société à plusieurs niveaux. On en parle toujours, mais c'est bien de le rappeler. À commencer par la santé, l'éducation, le lien social, c'est absolument primordial avant même de penser à la haute performance et du rayonnement de la France. Mais aussi sur tout ce qui est innovation d'ailleurs technologique, c'est lié. Donc oui, il y a des déceptions à ce niveau-là, des déceptions quand on voit que ça se passe mal pour tout ce qui est gouvernance des prochains Jeux qu'on va accueillir, Alpes 2030. Ça veut dire qu'on a du mal quand même à évoluer dans le bon sens. Après, moi, je suis hyper positive sur tout ce qui est terrain, les bénévoles, tous ceux qui font le sport, les éducateurs sportifs au quotidien. Je pense que tout le monde a bien pris conscience de sa contribution à titre personnel, de ce qu'on pouvait apporter à la population. Et donc, forcément, quand on apporte quelque chose, on a aussi un retour sur investissement qui n'est pas forcément le même, mais de plaisir à s'engager, à être utile, à apporter ses compétences et à faire qu'ensemble, on fait nation par le sport. On a l'impression que malgré le succès immense des Jeux Olympiques et Paralympiques, on n'est pas en France encore une grande nation de sport. En tout cas, qu'il n'est pas suffisamment pris en considération. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais il faut un petit peu nuancer le propos. Oui, effectivement, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas la Chine, on n'est pas la Russie. Et tous les trois, déjà, sont très différents dans leur façon de construire leurs champions et de l'objectif, justement, d'avoir ce rayonnement via le sport. On va peut-être pas rentrer dans le détail, mais si on veut prendre des grandes lignes, en France, on a un manque évident d'infrastructures sportives, donc d'accueil du public qui veut se mettre à une pratique encadrée. On a par contre un modèle associatif que le monde entier peut nous envier, puisque ça veut dire qu'un enfant, s'il a envie de faire 1 heure de sport par semaine, avec 250 €, il va pouvoir s'inscrire dans un club. Donc on a quand même cette capacité à
à s'appuyer sur le volontariat. Je ne dis pas que c'est forcément une bonne chose pour tout, qu'il faut continuer comme ça. Et à un moment donné, il va falloir aussi se réinventer. Mais on a un modèle associatif qui permet, quand on le souhaite, de se mettre au sport, même si c'est simplement un niveau loisir. Voilà, on a des collectivités qui subventionnent énormément, donc les infrastructures, mais aussi tout le tissu des clubs locaux. Et à un moment donné, il va falloir trouver une autre façon de fonctionner parce qu'on le sait, les caisses ne sont pas inépuisables, les fonds ne sont pas inépuisables. Je pense que le peuple français, on est une population qui sait justement créer des révolutions, qui sait déconstruire, qui sait reconstruire. Je pense qu'il est temps. Et c'est pour ça que vous me posez la question de l'héritage. Là, je le vois pas. Et j'espère qu'à un moment donné, on va se réveiller. C'est pas forcément lié simplement au budget du gouvernement, mais c'est notre façon de se réinventer. Et il y a des super initiatives qui sont faites sur le terrain, donc encore une fois à l'échelle locale. Et je pense qu'il faut s'en inspirer au plus haut niveau. Vous pensez à quelle initiative en particulier? Je pense par exemple à un club d'athlétisme au Mans qui a transformé son modèle économique, enfin même qu'il l'a créé comme ça. C'est un club qui a 2 ans. Et en fait, tout est lié à l'inclusion. C'est-à-dire que quand on paye une inscription, il y a une partie qui est reversée à une association. Donc, ils ont choisi l'âme de joie. Donc, c'est une association qui équipe de l'âme les enfants qui ont besoin donc de prothèses pour pouvoir courir. Dès qu'un enfant gagne en représentant son club, il y a une somme qui est versée aussi à cette association. Quand ils vont chercher des partenaires privés, le fait d'être inclusif, d'accueillir des valides et des paras, le fait d'avoir un modèle économique qui va pouvoir permettre d'équiper des enfants qui ont besoin de l'âme, mais les entreprises privées, elles voient aussi de l'intérêt, elles voient que ça colle à leurs valeurs et elles sont plus à même de soutenir. Donc c'est cette inclusion qui fait que le modèle économique est viable et que ça, franchement, sur le terrain, ça crée du lien. On va encore plus loin que ce que le sport peut apporter, juste à passer un bon moment ensemble. Mais on est dans l'entraide, on est dans le soutien, on est dans la compréhension. Et voilà. C'est beau. Nathalie Péchela, vous êtes également présidente de l'association Premier de Cordée. Parlez-nous de cet engagement. Alors là aussi, on est dans les belles choses. Premier de Cordée, c'est une association qui a 25 ans, qui a été créée par un ancien collectif de sportifs de niveau, qui s'est rendu compte que quand ils étaient blessés, eux, ils continuaient à avoir une certaine mobilité, à avoir une activité physique adaptée, ce qui leur permettait de reprendre sur le terrain plus rapidement, mais surtout de se sentir bien physiquement, mentalement pendant leur convalescence. Et donc, l'association aujourd'hui offre du sport à l'hôpital. Donc, c'est gratuit et c'est régulier. C'est pour les enfants de tous les services pédiatriques confondus, de toutes les structures hospitalières avec qui nous sommes partenaires. Et avec des parrains qui sont très connus, mondialement connus. Oui, on a Arsène Wenger, on a Kylian Mbappé, on a aussi Thierry Omeyer, Vincent Clerc, Yoann Huget, Benjamin Ferré qui vient de finir le Vendée Globe, Marion Rousse. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que souvent les sportifs nous appellent pour pouvoir justement intervenir dans les hôpitaux auprès de ces enfants. Donc on a une attractivité puisque ça permet aussi de relativiser, d'apporter un peu de temps, un peu d'énergie, un peu de bonheur à des enfants qui sont moins chanceux que les autres et de les aider dans leur parcours de soins et dans cette épreuve. Alors je le disais, vous avez été double médaillée d'or au championnat d'Europe de patinage artistique en danse sur glace. Comment on peut utiliser les Jeux d'hiver 2030 qui auront lieu chez nous dans les Alpes françaises comme levier? Alors c'est vrai qu'on sait que les sports d'hiver ne sont pas les plus accessibles ou les plus pratiqués par la population française. Les sports d'hiver, là, Alpes 2030, pour moi, c'est une formidable opportunité de changer déjà l'image qu'a la population sur les sports d'hiver. Avec tout le volet éco-responsable qu'on connaît, environnemental. Oui, la montagne, c'est un bien précieux. On a la chance d'avoir des montagnes extraordinaires en France. Et le monde de la montagne doit aussi réinventer sa pratique. On est un pays extrêmement innovant. Les solutions, on peut les trouver. Et c'est pas forcément le cas dans d'autres pays du monde qui ont d'autres moyens de régler les problèmes. Nous, on va pas y aller en distribuant des billets. On va essayer de trouver justement des solutions pour que les transformations soient pérennes et utiles à notre pays. Donc voilà, faut le voir comme ça. Comme il y a eu des innovations pendant les Jeux de Paris 2024 avec la baignabilité de la Seine, mais aussi d'autres utilisation d'infrastructures ou de développement économique
Donc pour moi, les Jeux, au-delà d'aller chercher de la haute performance et de gagner des médailles et de faire briller son pays, c'est aussi une manière de se mettre les piles dans des sujets qui sont importants et urgents. Et les Jeux d'hiver, c'est aussi un formidable moyen pour créer des vocations. Vous-même, ce sont les Jeux olympiques d'hiver, les derniers qui ont été organisés en France, qui vous ont donné envie d'être patineuse? Oui, à Albertville en 92. Je suis devant ma télé, j'ai 9 ans et je fais à l'époque du patinage artistique individuel. Et je me dis deux choses. Je me dis déjà, moi, ce que je veux faire, c'est de la danse sur glace, comme les Duchesnay. C'est Isabelle et Paul Duchesnay. Je vais faire comme eux, la danse sur glace en couple. Et surtout, je veux avoir la veste Floquet France. Je veux représenter mon pays à l'international. Voilà, c'était vraiment ce qui me tenait. C'était pas de devenir championne du monde ou d'avoir tant de breloques. C'était, je sais pas, j'ai eu un élan patriote. Elle était belle, cette veste. Ouais. Bah, vous vous souvenez de la tenue cosmonaute? Alors, bon, moi, c'était la plus sobre, celle que les patineurs mettaient à l'échauffement. Mais oui, de savoir que il y a quelque chose qui nous dépasse, et pas à titre personnel, qu'on est une équipe et qu'on représente un pays. À 9 ans, ça m'a mis des étoiles dans les yeux. On espère que ce sera le cas pour d'autres en évident. 2030. Oui. Merci beaucoup Nathalie Péchala. Merci à vous. Et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast Les Tribunes du Sport.